Donc je suis Magali Le Sieur-Janoyer, je suis agronome au CIRAD à la Martinique et je vais vous présenter l'ensemble d'un travail qui a été réalisé de manière collective sur la question de la gestion des sols pollués par un organochloré, la chlordécone, aux Antilles, donc dans un contexte de production très différente des productions tempérées. Alors les travaux que je vais vous présenter sont en fait le fruit de l'intégration de plus de 10 ans de recherche dans le cadre de différents projets qui ont été conduits soit de manière spécifique via l'ANR, le MED, différents types de financements, soit dans le cadre d'un plan national d'action qui a été dédié à la chlordécone depuis 2008. Il a mobilisé de très nombreux instituts que vous voyez apparaître ici. Et en fait, certains des travaux ont fait l'objet de transferts des résultats, donc vers les services déconcentrés de l'État ou vers le développement agricole. Alors pour commencer, déjà, la chlordécone, c'est quoi? C'est un insecticide donc organochloré, comme je vous le disais, elle contient dichlore, qui apparaissent en vert sur la molécule en bas, qui était utilisé contre le charançon du bananier entre les années 70 et 90. Sous forme de poudre, contrairement à parfois ce qui a été dit à la télévision. Et du coup, comme c'était appliqué de manière ponctuelle autour du pseudotron des bananiers, ça a conduit à une pollution hétérogène et une pollution diffuse. Alors la molécule elle-même, elle est peu soluble, elle est peu dégradable, et du coup, c'est ce qui a conduit à sa persistance dans les sols, d'autant qu'elle a une très forte affinité pour la matière organique. Or, aux Antilles, les taux de matière organique dans les sols sont relativement élevés puisqu'on a entre 3 et 8% de matière organique. Du coup, elle reste bien fixée dans la matrice sol, mais a aussi une capacité de transfert vers la matière vivante. Donc, on a cette pollution durable des sols qu'il faut maintenant gérer. On aboutit donc à une pollution chronique sur le long terme et pour l'instant on n'a pas de solution efficace de dépollution actuellement, même s'il y a des recherches qui sont en cours. Peut-être que Fabrice vous a présenté quelques résultats sur le sujet et qu'actuellement seul le lessivage par les eaux de percolation arrive à atténuer la pollution. Donc si on fait tourner la simulation qui a été établie par un collègue, Yves-Marie Cabidoche, il y a déjà quelques années, on s'aperçoit qu'il faut attendre plus d'une centaine d'années pour que déjà les nitisols soient en partie assainis. Et il faut attendre, là encore, si on fait tourner de manière plus longue le modèle, jusque 600 à 700 ans pour que l'ensemble des sols soit assaini. Cette pollution chronique concerne malgré tout une relativement faible partie du territoire parce que sur les deux îles, c'est entre 15 000 et 30 000 hectares qui sont concernés. C'est faible parce que c'est pas toute la SAU, c'est ce que ça veut dire. Mais c'est relativement conséquent, on est bien d'accord. Cependant, même si elle reste limitée, en fait cette pollution elle impacte tous les milieux et toutes les chaînes trophiques, y compris la santé humaine, avec une augmentation de la prévalence des cancers de la prostate et un effet sur le développement des jeunes enfants lorsqu'ils sont exposés in utero. Alors, actuellement, c'est le sol qui reste le réservoir de polluants pour les autres compartiments environnementaux. Donc, par le biais des pluies, il se transmet aux nappes, mais il peut être aussi également absorbé par un certain nombre de cultures, et puis par la voie alimentaire, bien sûr, ou par le contact. Il est concentré chez les animaux, et bien sûr, il finit par arriver dans notre assiette. Alors paradoxalement, en fait, la fertilité du sol n'est pas forcément affectée et il y a une faible rémanence d'effets. La productivité des cultures reste élevée et il n'y a pas eu d'impact direct ou de phytotoxicité observé sur les productions sur lesquelles on s'est intéressé. De même, l'activité biologique globale, elle semble relativement intacte,
avec certes des communautés qui peuvent être assez différentes en fonction du type de sol que l'on considère, et avec des effets qui sont constatés lorsqu'on fait des essais sur sol tempéré. Ça, c'est les travaux de Fabrice et de Chloé Merlin. Mais par contre, si on regarde les vers de terre, par exemple, sur des sols qui ont été pollués de manière historique, en fait, on ne voit pas d'effet sur la mortalité à 80 jours qui est très similaire à un sol témoin. Donc, a priori, le ver de terre se comporte relativement normalement dans le sol. Bon, ça c'est un des aspects, on n'a pas non plus exploré tous les volets de la toxicité, en particulier la génotoxicité n'a pas été testée. Si on s'intéresse par contre au transfert entre le sol et les plantes, on observe un gradient entre le sol, les racines, la tige et les feuilles, avec un positionnement un peu intermédiaire des fruits. Et du coup, dans nos mesures, on n'a pas observé de transfert actif, mais bien un transfert passif, progressif, donc du sol vers les feuilles. Pas non plus d'absorption de type foliaire pour ce polluant-là. On a donc mis en évidence 3 processus, l'absorption par les racines fines, l'absorption par contact avec le sol, pour les tubercules en particulier, et puis la diffusion dans la plante via les flux de sève élaborés, le xylème. Donc, comme cette molécule est hydrophobe, on a observé qu'il y avait un lien entre la fixation du polluant et la composition de l'organe, en particulier en termes si l'organe était fibreux ou si l'organe contenait des lipides. Le gradient donc s'exprime via la sève montante qui progressivement se décharge le long de la tige, et donc on a un lien entre la teneur de contamination et la distance le long de la tige. Vous voyez ici que pour le bananier par exemple, on a des teneurs qui sont assez élevées dans les souches, avec un différentiel sur la souche le tissu qui est en contact avec le sol et celui qui ne l'est pas, et également un gradient entre la souche, le pseudotron et les fruits, dans lesquels on observe pas de teneur importante, mais au contraire extrêmement faible, bien en dessous de la limite maximale de résidus. Alors l'ensemble des mesures qui ont été réalisées sur les différentes cultures nous permettent de mettre en évidence 3 catégories de réponses pour les organes qui sont récoltés, avec une importance bien sûr suivant la position de l'organe sur la tige. Alors on a d'abord des productions qui sont peu sensibles, de type production fruitière, donc la banane, les agrumes, mais également les solanacées et l'ananas. Ensuite, on a observé des productions dont le comportement était un peu intermédiaire, avec des concentrations qui pouvaient être proches de la limite maximale de résidus, là qui concernent essentiellement les cucurbitacées, mais également les laitues et l'oignon pays. Et puis les productions qui répondaient de manière beaucoup plus importante, elles qui sont majoritairement les racines et tubercules, donc en contact direct avec le sol. Alors avec l'ensemble de ces mesures, on a réussi à construire un outil d'aide à la décision en utilisant la proportionnalité du transfert maximum et entre la concentration qu'on observait dans le sol et la concentration qu'on mesurait dans la culture. On a traduit en fait ce transfert maximal en utilisant la limite maximale de résidus pour obtenir une limite maximale dans le sol et ensuite calculer un risque potentiel de dépassement de la limite maximale autorisée pour les résidus dans les produits. Ça nous a permis de construire un outil d'aide à la décision en fonction de la teneur de la chlordécone dans le sol, suivant qu'elle se positionnait dans 3 intervalles différents, inférieur au premier seuil, qui permet la culture de n'importe quelle des productions sur cette parcelle. Entre les 2 seuils, 0,1 et 1 mg par kilo de sol sec, qui là interdit la production de racines et tubercules, et puis au-delà, où là ce sont les cultures intermédiaires qui ne sont pas recommandées, puisqu'il y aurait des risques de dépassement réglementaires. Mais par contre, les productions non sensibles sont, elles, possibles sans aucun risque.
Alors pour les animaux, parce qu'on a aussi essayé de regarder comment se passait le transfert de pollution pour les animaux, malheureusement, contrairement à ce qui se passe pour les plantes, on a des phénomènes de bioaccumulation et de bioconcentration le long de la chaîne alimentaire, avec des teneurs très rapidement bien au-delà de la LMR dès que l'animal est exposé à la chlordécone, donc exposé par voie alimentaire essentiellement. La bonne surprise, c'est que si les animaux ont cette capacité de concentration, ils ont aussi une capacité de décontamination dès l'instant qu'ils sont mis hors de contact du polluant, avec un potentiel de décontamination qui peut être assez rapide. Donc ça, bien sûr, ça conduit à des risques assez importants pour les animaux qui sont sur parcours et qui concernent essentiellement les élevages familiaux, mais qui pourraient poser problème pour les labels et pour la stratégie de diversification qui est en cours actuellement, puisqu'on utilise des animaux, par exemple, pour limiter l'utilisation d'herbicides et faire du désherbage en verger ou en culture industrielle. Par contre, il n'y a pas de risque pour les élevages hors sol qui, eux, ne sont pas en contact avec le polluant direct. Donc cette présentation pour vous dire qu'une gestion intégrée est possible pour réduire l'exposition des consommateurs et des écosystèmes dès l'instant qu'on a un minimum compris les processus et que l'on peut limiter les impacts. Alors ces impacts, on peut les limiter à différentes échelles, de la parcelle jusqu'à tout le territoire, par le biais de choix des productions végétales ad hoc à l'échelle de la parcelle, par le biais de choix des pratiques à la parcelle et à l'exploitation, et également par une gestion spatialisée à la fois des pratiques et des systèmes à l'échelle territoriale, et également un système mis en place avec des normes et des contrôles à l'échelle là aussi globale. Alors se pose quand même la question de la dépollution, auquel on s'est attaqué assez rapidement, parce qu'on se disait c'est quand même l'idéal serait de pouvoir dépolluer, mais on s'est heurté à un certain nombre de difficultés. Tout d'abord celle de la molécule, avec des propriétés très particulières, parce qu'elle est très stable. Mais suite à des travaux des collègues de l'IRD, on s'est rendu compte que cette stabilité était quand même pouvait être contournée et que la dégradation au niveau thermodynamique en tout cas était bien possible. Donc ça c'était déjà un premier point. Mais par contre ensuite il fallait considérer les différentes conditions de cette pollution. Alors pour l'eau, vous allez le voir, c'est un milieu assez facile à travailler on va dire, mais pour le sol là c'était beaucoup plus compliqué. C'est un milieu complexe aérobie qui limite donc l'utilisation d'un certain nombre de micro-organismes et qui pose aussi la question, comme pour le cuivre, de la disponibilité de la molécule, mais également de son accessibilité, parce que dans nos types de sols, on a des structures qui ont tendance à piéger le polluant et le rendre beaucoup moins accessible à des micro-organismes. Donc pour l'eau, comme je vous le disais, très rapidement, on a utilisé des charbons actifs qui ont permis de traiter l'eau. Mais en fait, aujourd'hui, c'est juste une technique de transfert de polluants. On transfère le polluant de l'eau au charbon. Et on est en train de tester de la régénération de ces charbons, mais ça n'est pas encore complètement au point. Pour le sol, là, bien sûr, il s'agit de privilégier des méthodes in situ. On a testé différentes techniques comme la dégradation physico-chimique in situ en utilisant du fer zéro valent et de la matière organique, où on a eu de très gros espoirs en laboratoire parce qu'on obtenait de très forts abattements de la teneur en chlordécone dans le sol. Mais quand on est passé aux conditions réelles en parcelle, là c'était beaucoup moins fructueux que prévu. En fait, on a essayé de valider d'une part les effets agronomiques de ce traitement et d'autre part, bien sûr, l'efficacité de la dégradation de la chlordécone. Et on s'est rendu compte dans les premières analyses que même s'il y avait des résultats encourageants sur le sol, avec des abattements au-delà de 50% pour certains traitements, qu'il restait quand même le problème de coût et de faisabilité de mise en œuvre de cette technique à l'échelle de la parcelle. Mais également qu'il y avait quand même un itinéraire technique encore à caler
parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des effets assez importants sur le rendement d'une part et la qualité d'autre part. Vous avez ici en photo les effets sur une plante qui a été testée sur le radis, avec donc des tailles de radis et des conformations qui sont vraiment pas acceptables pour une culture commercialisée. On a observé également des effets sur les communautés microbiennes du traitement, avec des effets assez drastiques. Et puis, malgré tout, un transfert de la pollution sur des productions végétales qui étaient conduites sur des cycles longs. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un reste, le reste de polluants qui reste dans le sol continue à être transféré vers les productions. On a également exploré bien sûr les procédés biologiques en utilisant la biodiversité microbienne. Encore fallait-il choisir et tester cette diversité microbienne. Donc là, des travaux très récents ont été réalisés sur la dégradation par les bactéries et les champignons. On a un certain nombre de familles qui répondent favorablement, mais qui ne répondent pas à une dégradation complète, et qui demandent également des conditions spécifiques, avec des conditions anaérobies qui sont souvent plus favorables, donc ce qui pose des questions pour le sol, et donc des travaux qui restent pour l'instant à l'échelle du laboratoire. La question de la phytorémédiation a aussi été abordée. Là, en fait, malheureusement, l'extraction par les plantes, elle est relativement peu efficace. Comme je vous l'ai dit, c'est un transfert passif. Donc, en fait, avec des taux très faibles d'extraction, et il faudrait plusieurs centaines de cycles pour essayer d'extraire complètement la molécule, en prenant en compte, encore une fois, la question de l'accessibilité, parce qu'on a des conditions de sol particulières. Bon, ceci étant, nous, on n'a testé que des plantes cultivées. Peut-être faudrait-il tester d'autres familles qui seraient peut-être plus efficaces pour ce type de polluants, et probablement, en fait, combiner les techniques entre elles. On a également testé d'autres solutions pour les sols, et là aussi, on a utilisé la matière organique pour essayer de séquestrer, de piéger le polluant dans le sol. C'est vrai qu'on a des résultats assez intéressants sur un certain nombre de productions, avec des transferts vers l'eau qui sont vraiment importants, puisqu'on réduit par 5 le taux de transfert, et pour les plantes également, avec des différences par contre en termes de type de sol. Donc avec une efficacité de piégeage beaucoup plus efficace sur des sols à allophane, donc ces argiles qui sont très spécifiques des sols volcaniques. La question pour nous est par contre de vérifier cette solution sur le long terme, sachant que le piégeage n'est pas pour nous une solution absolue, mais plus une solution d'attente pour stocker la molécule là où elle était appliquée et éviter en fait du transfert vers les autres compartiments environnementaux pour pouvoir après appliquer de manière plus ciblée les techniques qui seraient disponibles pour la dépollution. Donc en conclusion, donc, pour le cas de la chlordécone, je vous ai montré que la gestion de la pollution est possible et efficace pour ce qui concerne l'exposition des consommateurs et de l'environnement, mais que les solutions de dépollution sont encore en cours de test et en cours d'investigation. Par contre, pour les autres pesticides, leur utilisation reste encore très importante aux Antilles, et donc nos travaux là maintenant sont conduits pour éviter de nouvelles crises en réduisant d'une part leur utilisation et en orientant la production agricole vers des pratiques plus durables de type agroécologique. D'une part pour préserver un environnement insulaire qui est relativement fragile, et puis pour assurer bien sûr une alimentation saine aux Antilles. Alors les questions de recherche qu'on a développées en fait sur cette question de la gestion de la dépollution, elles sont finalement d'actualité par le biais d'une approche à la fois sur les systèmes, sur les différents acteurs, mais aussi sur les territoires, et donc elle a introduit de la pluridisciplinarité, de la participation, et puis des études qui doivent être prolongées à moyen et à long terme. Nous, ça nous a permis aussi de modifier un peu notre vision, par exemple, de l'évaluation de l'impact qui ne doit pas être faite uniquement à court terme pour les pesticides.
Et on pense que l'expertise qu'on a développée avec cette approche globale peut être transposable dans les cas de pollution agricole diffuse et hétérogène qui émergerait pour d'autres polluants. Voilà, je vous remercie de votre attention et si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez en trouver sur les sites qui sont indiqués. Merci.